Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale et j'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire consacré à l'intelligence artificielle vue par les dirigeants en 10 questions. Et pour cette présentation, j'ai fait appel à Maxime Hardy, qui est le dirigeant de l'IPER. Bonjour. Voilà, bonjour Maxime, et qui va se présenter plus en détail, se présenter peut-être son parcours et puis l'entreprise Leaper. Et puis ensuite, il va nous parler de ce sujet très, très intéressant. Euh, alors, quelques règles quand même, parce qu'on va être assez nombreux aujourd'hui. Euh, on va avoir une présentation de Maxime qui va durer à peu près 30 minutes. Et on va laisser du temps aujourd'hui pour des questions, hein, parce qu'on sait que ce sujet suscite pas mal de questions. L'idée, évidemment, c'est de traiter l'IA de manière pratique, de voir comment l'IA peut vous aider et vous aide déjà aujourd'hui au quotidien dans vos tâches quotidiennes, dans l'automatisation de certains process, dans la démarche commerciale, marketing, etc. Bon, on va voir les utilités de l'IA. Si vous pouviez poser vos questions par écrit dans la partie conversation, le chat, et Maxime, en fait, on prendra les questions. Alors, je poserai les questions à Maxime en fin de présentation. On pourra éventuellement également vous ouvrir les micros pour poser des questions à l'oral, mais ça, on le fera vraiment en toute fin de présentation parce que voilà, vous êtes nombreux et on suppose quand même qu'il y aura pas mal de questions. En tout cas, on vous invite aussi à poser des questions au long de la présentation de Maxime. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne présentation, un bon webinaire et je laisse la parole à Maxime. Merci beaucoup, Karim. Sans surprise, comme Karim l'a annoncé, aujourd'hui, je vais vous parler d'IA. L'idée, c'est de répondre aux questions communes que j'ai déjà entendues dans la bouche des dirigeants et des décideurs. Je suis Maxime Hardy, dirigeant de Leaper. Nous accompagnons les entreprises dans le développement de logiciels spécialisés pour leur métier et nous les accompagnons pour intégrer l'IA dans leur quotidien. Nous proposons aussi des formations aux outils de l'IA et entre autres, donc une extension de cette présentation. Ce que je vous propose d'aborder en 1er, c'est la question de savoir depuis quand, l'IA est-elle un sujet? Et de manière assez surprenante, on peut remonter déjà à 1770 avec le Turc mécanique. C'était un automate capable de jouer aux échecs qui avait été créé par un Hongrois et qui a mis la pâtée aux meilleurs joueurs de l'époque pendant plus de 84 ans, incluant entre autres Napoléon Bonaparte et Benjamin Franklin. Mais en réalité, c'était une supercherie puisque l'automate cachait un humain, un maître d'échecs. Ceci étant dit, ça montre bien que déjà à l'époque, il y avait une recherche d'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'une machine capable d'imiter l'intelligence d'un humain, voire de la surpasser. Donc à partir de cette période-là, on a commencé à voir des automates, destinés à réaliser différents types de tâches, plus utiles que simplement jouer aux échecs et donc quelque part, c'est ce qu'on pourrait considérer comme étant les prémices de l'IA. Ensuite, on fait quand même un grand saut, dans le temps vers les années 50, avec Alan Turing, dont vous avez sûrement déjà entendu parler puisqu'il est, de notoriété publique qu'il aurait raccourci, la Grande Guerre de plus de 5 ans grâce à ses recherches qui ont permis de décoder, le code d'Enigma. Et donc, hormis ses recherches sur la cryptographie, il était aussi très intéressé par la partie intelligence artificielle et il a développé ce qu'on appelle, et ce qu'on utilise encore aujourd'hui, le test de Turing, destiné à, essayer de tester la capacité d'une IA à tromper lors d'une conversation un humain pour lui faire croire que c'est un autre humain. Donc, si on résume de manière,
assez grossière, on peut dire que c'était déjà l'apparition et les premières recherches de chatbots. Donc les chatbots, ce sont des robots conversationnels, des IA avec qui on peut discuter. À partir de 1965, on voit apparaître les premiers systèmes experts. Donc, ce sont des systèmes basés sur des arbres décisionnels, des listes de règles, des bases de connaissances, surtout destinés aux diagnostics, donc diagnostics médicaux, diagnostics techniques. À partir des années 80-90, on tombe dans ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. Donc, c'est une période pendant laquelle il n'y a pas eu de grosses avancées sur le sujet, principalement limitées par la partie technique. Et donc, on peut tout de même noter dans les années 80, les premiers, serveurs vocaux, entre autres, si vous avez à cette époque-là essayé de réserver par téléphone des billets de train ou d'annuler des billets de train, vous aviez le robot de la SNCF qui assez régulièrement, vous répondait: «Je n'ai pas compris votre demande, merci de répéter, mais annule, annule, je n'ai pas compris votre demande». Dans les années 90, l'essor des SMS, à une époque où, les smartphones n'existaient pas et donc les claviers étaient limités, aux chiffres et où il fallait appuyer plusieurs fois sur une même touche pour obtenir une seule lettre. C'est là où on a commencé à développer l'écriture prédictive, donc le mode T9, dont certains se souviennent peut-être encore, qui prédisait le mot suivant que l'on voulait probablement ajouter à la phrase. Là, c'était aussi une forme d'intelligence artificielle déjà. Et puis, il y a les années 2000. Là, c'est le boom de l'IA. Alors, du point de vue grand public, c'est plutôt invisible, mais au niveau de la recherche, il y a eu à disposition beaucoup plus de matériel plus puissant qui a permis de mettre en œuvre, des techniques qui, n'étaient pas possibles d'exploiter dans les années, enfin, dans les décennies précédentes. Donc c'est là, en fait, où on a commencé à développer massivement les réseaux de neurones et le deep learning. Et puis il y a aujourd'hui, donc à partir de 2018-2020, avec l'arrivée de ChatGPT qui a marqué les esprits puisqu'il a été largement relayé par les médias. Donc là, on va retrouver évidemment tout un tas d'applications dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA, comme je le disais au début, c'est simplement un champ de recherche. Il n'y a pas une IA. Ça n'a pas de sens de parler d'IA au sens brut du terme, comme s'il n'y avait qu'un seul type d'IA. L'IA, c'est un domaine de recherche qui comprend de multiples techniques pour différentes applications, hein. Ce sont vraiment des outils qui permettent de résoudre des problèmes différents. Donc, parmi les types d'IA, en tout cas les techniques, autour de l'IA, les sous-familles d'IA qu'on peut retrouver, voilà, j'ai schématisé, hein, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on va grossièrement retrouver celle que je vous affiche à l'écran, à savoir la partie recherche et optimisation. Donc typiquement, l'optimisation, des portefeuilles d'investissement ou, la planification de trajet avec, Google Maps ou, par exemple, votre livreur, Amazon ou Uber. La famille des algorithmes logiques. Donc là, c'est ce que j'abordais tout à l'heure, c'est les systèmes experts, entre autres, avec, le diagnostic médical, les systèmes de décision automatisés, par exemple, tristement pour le calcul d'impôts ou pour la gestion de réclamations d'assurance, les vérifications de preuves dans les systèmes formels pour la validation de logiciels critiques ou pour, démontrer, des théorèmes, mathématiques. Donc, bon, ça n'a pas forcément un usage, dans votre quotidien, mais souvent, vous y avez affaire de manière très indirecte. La famille des méthodes probabilistes, donc là, on va retrouver les systèmes de recommandation, hein, Netflix qui vous propose telle ou telle série, Spotify qui va vous proposer tel ou tel artiste en fonction de vos préférences. Les modèles de prévision météorologique sont basés sur des algorithmes, issus des méthodes probabilistes. Les systèmes, il y a aussi d'autres systèmes de diagnostic, qui prennent plus en compte l'incertitude grâce à ces méthodes. On va retrouver après, les classificateurs. Là, typiquement, vous y avez affaire tous les jours. C'est, le type de système qui permet de détecter les spams et donc de faire la différence entre les emails qui paraissent légitimes, ceux qui sont du spam. On va retrouver aussi des systèmes, de scoring, par exemple pour la solvabilité des emprunteurs. C'est des systèmes dits de classification. On va retrouver aussi 2 autres, familles que je vais un peu grouper ensemble puisque c'est vraiment, très lié. Donc on a les réseaux de neurones, c'est-à-dire les systèmes qui vont s'inspirer du fonctionnement,
du cerveau humain et qui vont essayer de le répliquer de manière, numérique. Et après, on a l'apprentissage profond, le fameux deep learning, qui est en fait une évolution, ce sont des réseaux de neurones, mais extrêmement larges et vraiment massifs. Donc en termes d'application, là, ça va aller de la reconnaissance, d'images, la reconnaissance faciale, par exemple, en passant par, la prédiction, par exemple, la prédiction de demande, dans le commerce de détail pour ajuster les stocks. L'analyse de sentiments, sur, les réseaux sociaux, par exemple, pour surveiller la réputation des marques, hein, dans le domaine du marketing ou, les assistants virtuels, hein, que ce soit Siri, Alexa, Google Assistant, ou autres. Ça s'appuie sur, du deep learning. Les voitures autonomes, pareil, c'est du deep learning aussi. Évidemment, ce vers quoi je veux tendre aujourd'hui, c'est la partie IA générative. Donc l'IA générative, c'est l'IA au sens, où on l'entend dans les médias aujourd'hui, ce qui fait le plus de buzz. L'IA générative, c'est donc des procédés basés sur l'apprentissage profond et les réseaux de neurones qui permettent de générer du contenu, que ce soit du texte, de l'audio, de l'image ou de la vidéo. Et donc évidemment, ça va nous amener un peu plus tard sur ce qui a fait le buzz, à savoir ChatGPT et Copilot, par exemple. Alors, une des questions récurrentes, doit-on avoir peur de l'IA? Ou dit autrement, est-ce que l'IA va me remplacer? Est-ce que, le scénario Terminator est pour demain? Alors, réponse courte, non. Il faut dédramatiser, hein, l'IA, ça reste un programme informatique qui est limité, par ses données et par son programme, qui est conçu pour accomplir des tâches spécifiques, même si elles peuvent être très larges. Ça reste pour l'instant des systèmes qui n'ont ni conscience ni volonté propre. L'intelligence artificielle générale, n'existe pas, hein. Donc, aujourd'hui, on parle d'IA faible ou d'IA spécialisée, c'est-à-dire que ce sont des systèmes, des programmes informatiques qui sont performants dans des domaines précis. Jouer aux échecs, générer du texte, mais l'IA générale, donc une intelligence qui serait capable de comprendre, d'apprendre, d'effectuer des tâches dans n'importe quel domaine comme un humain, ça, c'est loin d'être une réalité. Aujourd'hui, les scénarios de science-fiction, les machines surpassent l'intelligence humaine, c'est spéculatif et non fondé sur les techniques ou la technologie actuelle. On rencontre aussi aujourd'hui, des limites. Une des premières limites que rencontrent les systèmes pour évoluer aujourd'hui, c'est la disponibilité de données de bonne qualité et en quantité suffisante. Aujourd'hui, littéralement, on manque d'essence, pour IA et l'essence pour IA, c'est les données. Et donc, forcément, les données, elles apportent aussi tout un tas d'autres limites, à savoir, des biais, puisque les données, elles sont généralement générées par des humains, donc elles apportent tous les biais humains. Il y a aussi des problématiques d'interprétabilité de ce que va, des données en elles-mêmes, mais aussi, des résultats, de l'IA. Et puis, il y a toujours une nécessité d'une forme de supervision de l'humain. Donc pour l'instant, l'IA n'est pas encore capable de s'adapter à des contextes, totalement nouveaux ou imprévus. Il ne faut pas voir l'IA comme un remplacement, hein. On ne va pas remplacer toute la main-d'œuvre, ouvrière, du jour au lendemain par de l'IA. Déjà parce que, pour une bonne partie, il faudrait aussi qu'elle soit assistée par des robots, ce qui n'est pour l'instant, que, assez limité. Et enfin, il faut plutôt la voir comme un assistant, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'automatiser les tâches répétitives pour libérer du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Elle va augmenter la productivité humaine, hein, plutôt que de remplacer des employés. Donc le scénario Terminator, pour l'instant, on en est très loin puisqu'il faudrait une IA générale, il faudrait des robots autonomes avec des capacités, qui surpassent largement ce dont, sont capables les systèmes actuels. Donc concrètement, la question que vous posez, à l'heure qu'il est probablement, c'est: «Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça va changer à mon quotidien?» Alors, typiquement, les grandes questions qui reviennent autour de ça, c'est, est-ce que ça peut gérer ma communication? Est-ce que ça peut me rapporter des clients? Est-ce que ça peut m'aider à prendre des décisions? Alors, oui, globalement, tout ce qui est automatisation de tâches répétitives, l'IA est très adaptée à ça. Par exemple, la gestion des emails, le tri des emails, la gestion de stock, par exemple, faire des commandes automatiques, classifier des factures, analyser des documents financiers ou juridiques. Pour la communication et le marketing, c'est très adapté aussi avec, l'IA générative puisque,
l'utilité première de l'IA générative, c'est de générer du contenu. Or, en communication et marketing, bah, c'est le nerf de la guerre. Donc, la création automatique de contenu, ça, c'est vraiment une tâche très adaptée à l'IA générative. La gestion des réseaux sociaux, donc créer du contenu pour les réseaux sociaux, mais aussi, pourquoi pas, interagir sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui sont plus orientés sur du marketing poussé, par exemple, la segmentation des clients, ça, c'est aussi dans les cordes de l'IA. L'analyse des sentiments, ça aussi, c'est un thème très marketing et très adapté aux tâches que peut réaliser l'IA. Après, sur la partie prospection et vente, pareil, l'IA permet d'identifier des leads, et de personnaliser facilement et à moindre effort des offres, de prévoir aussi les comportements d'achat. Et ensuite, pour les dirigeants et les décideurs, on peut utiliser l'IA pour s'aider dans la prise de décision, entre autres au travers de l'analyse de données. On peut exploiter l'IA pour aider à définir des stratégies. L'aide au recrutement, par exemple, hein, c'est critique pour les décisionnaires aujourd'hui. Bah, l'IA peut aider à trier les CV, générer des annonces de postes rapidement, libérer du temps aussi sur l'analyse de la concurrence, par exemple. Ensuite, la question qui va sûrement venir, c'est certes, OK, ça peut faire tout un tas de choses intéressantes, mais comment je l'amène chez moi? Comment j'amène cette IA dans mon entreprise? Donc, à cet effet, chez Leaper, donc, pour rappel, hein, nous, on aide justement les entreprises à intégrer l'IA au travers de développement spécialisé et d'outils dans les entreprises. On a développé ce qu'on appelle la pyramide des capacités digitales de l'entreprise. C'est ce qui nous permet donc d'évaluer la maturité numérique de l'entreprise et surtout donc la préparation de l'entreprise à l'arrivée de l'IA. Comme pour la pyramide de Maslow, vous avez bien compris que les étages supérieurs ne peuvent être atteints sans avoir satisfait aux étages inférieurs. Donc, si on prend la pyramide par le haut, hein, l'IA, c'est l'aboutissement des automatisations les plus simples. Les automatisations, elles vont se reposer sur des logiciels spécialisés, des logiciels métiers propres à l'entreprise. Les logiciels, eux, ils fonctionnent sur des bases de données, donc il faut qu'ils aient accès à des données de l'entreprise. Et les données et les logiciels, bah, en fait, ce sont l'expression des processus et de l'organisation de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que pas de data, pas de chocolat. Ah, pardon, pas de data, pas d'IA. Alors rassurez-vous, ça ne signifie pas que parce que vous n'avez pas déjà satisfait à tous les étages, de cette pyramide, vous n'ayez pas accès à l'IA. Heureusement, il existe de multiples outils qui sont, j'ai envie de dire, tout prêts, plus ou moins chers. Attention, l'IA, c'est pas gratuit, qui peuvent répondre à un certain nombre de besoins. Schématiquement, si vous n'avez pardon, schématiquement, si vous n'avez pas satisfait tous les étages inférieurs, ça ne signifie pas que vous allez devoir manuellement, enfin ça signifie, pardon, que vous allez devoir manuellement compenser en collectant et en structurant vos données pour bah, les copier dans un outil. Ce qui est moins efficace et ce qui va moins permettre de tirer un maximum de l'IA. Donc, c'est toujours mieux que rien. C'est aussi une première prise en main, donc c'est bien. Mais pour tirer le plein bénéfice de l'IA, il faut intégrer cette dernière dans vos outils métiers, ceux qui peuplent déjà votre quotidien ou ceux qui devraient faire partie de votre quotidien. Encore et toujours, le fondamental de l'IA, c'est la donnée et une donnée de bonne qualité, hein. Donc des archives papier, c'est pas des données de bonne qualité exploitables par de l'IA, parce qu'il faudrait un petit robot qui aille lire et envoyer ça à l'IA. Donc pour rappel, hein, nous on fait de la formation, du conseil et derrière, on aide dans la mise en œuvre, hein. On fait les choses aussi avec nos clients. Alors, la question que vous vous posez maintenant, c'est: quels sont ces outils que je pourrais déjà utiliser au quotidien? Donc on va parler de ces outils, mais ce qui serait intéressant là, j'imagine bien que si vous êtes aujourd'hui, à l'écoute, c'est potentiellement vous êtes déjà un peu renseigné sur le sujet, voire vous utilisez déjà des outils IA dans votre quotidien. Donc ce qui serait intéressant, c'est que vous donniez des exemples, des outils que vous utilisez et des cas d'usage de ces outils, donc dans la conversation pour qu'on puisse aussi en parler en seconde partie pendant les questions-réponses. Donc les outils, je vais pas enfin, il serait, littéralement, malhonnête de vous dire que je vais vous présenter tous les outils possibles, puisqu'il y en a des centaines et des milliers, hein. C'est un secteur très actif actuellement
Par exemple, on peut trouver des sites essaient tant bien que mal de répertorier tous les outils IA qui apparaissent, sur internet et certains d'entre eux, par exemple, référencent plus de 300 nouveaux outils chaque mois. Donc c'est un secteur qui est en pleine ébullition. Alors évidemment, il y a du bon grain et de l'ivraie. Ce que je vais essayer de vous présenter, c'est des outils qui sont déjà réputés sur la place. Par exemple, pour vous soulager dans la création de présentations, donc une présentation par exemple comme celle-ci, vous pouvez vous faire assister par Gamma. Gamma, c'est un outil qui va assez facilement, à partir d'un peu de contenu textuel, vous générer un PowerPoint par exemple ou des présentations web. Après, évidemment, vous avez tous les outils de génération d'images et de vidéos. C'est ce qu'on a le plus l'habitude de voir dans les médias, puisque c'est ce qui est le plus visuel, évidemment. Donc là, on va retrouver DALL-E, qui est le moteur de génération d'images de OpenAI, qui est aussi accessible via ChatGPT et Microsoft Copilot. On y reviendra plus tard. Et puis, il y a Runway.ml qui, lui, est un outil peut-être un petit peu moins accessible, on va dire, au commun du mortel des mortels, pardon. Hem, mais qui est très, très puissant et très réputé sur la place pour la génération, justement de vidéos. On a aussi la génération de musique. Par exemple, je ne sais pas si vous avez, beaucoup de contenu marketing à générer pour les réseaux sociaux, mais c'est souvent sympa d'ajouter de la musique et par exemple, vous allez pouvoir vous intéresser à Suno. Suno, donc ça vous permet en quelques phrases décrivant le type de musique et par exemple même des paroles, de générer, des albums complets. On va aussi pouvoir générer des avatars vidéo. Donc là, pareil, on est toujours dans le domaine du marketing, et du commercial, mais donc imaginez avoir, bien un avatar, hein, sous forme, par exemple de quelqu'un qui ressemble à un humain, photoréaliste, qui puisse, par exemple, faire, une petite formation, de quelques minutes à l'usage de quelque chose en particulier, d'un de vos produits, par exemple, pourquoi pas? Donc très utile pareil sur les réseaux sociaux ou en support pour le support, produit, par exemple. On va avoir des agents vocaux qui sont capables de passer des appels ou de répondre à des appels. Donc là, c'est, Blend AI qui permet de faire ça, par exemple. Très utile, par exemple, pour faire le support au niveau 1 ou en tout cas pour faire patienter, quelqu'un ou trier, les appels avant de les passer à un opérateur plus qualifié. Et évidemment, je garde, pour la fin ceux que vous connaissez probablement déjà, qui sont les plus flexibles et les plus accessibles, d'autant plus qu'il y en a une partie qui est souvent accessible gratuitement, c'est ChatGPT, Copilot ou Gemini de Google, donc ce sont des chatbots. Alors, c'est vraiment aujourd'hui, les outils les plus faciles d'accès, moyennant la capacité de savoir leur parler correctement. Parce que, certes, on peut, mener une conversation, sur le beau temps, et la pluie, avec eux, mais pour en faire quelque chose d'utile, il faut savoir quand même comment s'y adresser. Donc, pour ceux qui veulent se lancer ou s'améliorer avec les chatbots, voici quelques conseils. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour parler à un chatbot, en réalité, vous allez rédiger un prompt. Alors, tout bêtement, hein, c'est la partie basse, là, de la capture d'écran que vous avez actuellement. C'est la partie, message, ChatGPT, donc la zone de texte dans laquelle vous pouvez entrer du texte. C'est la zone donc d'entrée des données de l'utilisateur. C'est le prompt. Un prompt, comment on va le concevoir? Eh bien, il faut vous mettre dans la tête que vous êtes en train de parler à un stagiaire de bonne constitution et de bonne volonté, mais dont c'est le premier jour dans l'entreprise. Donc parce que sinon il va rien comprendre. Donc il faut bien vous dire que cette personne, il faut lui donner un rôle. Lui dire: «Voilà, par exemple, en tant que spécialiste en comptabilité française ou en tant que, spécialiste, en RH». Voilà. Si derrière vous voulez lui parler de RH ou lui faire effectuer une tâche sur la RH ou sur la comptabilité. Ensuite, il faut lui donner du contexte, hein. C'est un stagiaire, c'est son premier jour, il ne connaît pas l'entreprise. Donc si vous voulez qu'il réponde à quelqu'un, par exemple, qu'il réponde à un email, bah, il faut lui dire, qui est qui? Vous, qui vous êtes? Quel est votre poste? Quel est votre rôle dans l'entreprise? Et puis qui est l'autre personne en face? Et globalement, quel est le message que vous voulez lui donner? Donc, par exemple, si vous le tutoyez, si c'est la personne en face, vous la tutoyez, vous la vouvoyez. Donnez un peu d'historique aussi, si c'est nécessaire.
Après, il faut lui donner des instructions, hein. Donc on lui a donné un rôle. Par exemple, vous êtes un spécialiste en compta, vous lui avez donné du contexte. Bon, bah, voilà l'historique des dernières factures. Là, il y a un incident de paiement et ensuite des instructions claires. Bah, par exemple, génère-moi un email pour relancer, cette personne ou lui demander pourquoi le règlement n'est toujours pas fait. Ou, je ne sais pas, par exemple, si vous voulez, mettre en place, une réunion, bah, je ne sais pas, par exemple, réponds à l'email en 2 paragraphes avec un ton amical, demande à décaler la réunion et dis que le document ne contient pas, la bonne référence. Voilà, ça, ce sont des instructions claires. Il faut vraiment penser tâche par tâche, diviser pour régner. Des instructions claires parce que, par exemple, si le stagiaire, vous lui demandez: «Rédige ma thèse de doctorat en sciences économiques», bon, il va perdre pied immédiatement, hein, et bah, l'IA, c'est la même chose. Évidemment, mon dernier conseil, c'est expérimenter. C'est rare, à moins d'être, déjà chevronné, dans, l'usage de ces outils, d'avoir exactement la bonne réponse du premier coup, avec le bon résultat sous la forme attendue. Donc expérimenter, expérimenter. Merci beaucoup, d'avoir suivi cette première partie. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, donc je suis Maxime Hardy, dirigeant de Leaper. Nous accompagnons les entreprises dans le développement de logiciels spécialisés pour leur métier et nous les accompagnons pour intégrer l'IA dans leur quotidien. Nous proposons aussi des formations aux outils de l'IA. Voilà, donc cette partie était, un peu descendante. Ce qui est le plus intéressant pour nous, bah, c'est d'avoir des échanges avec vous et de répondre, à vos questions à vous, puisque là, c'était plutôt une synthèse. Et donc, on va passer à la partie questions-réponses. Karim, je te laisse la main du coup, sur cette partie. Oui, merci, merci Maxime pour cette présentation. Bah, il n'y a pas eu énormément de questions, hein, n'hésitez pas si vous en avez. Il y a quand même eu une remarque de Léonie qui, je pense, nous précise qu'elle utilise ChatGPT pour rédiger des mails complexes et pour du contenu réseaux sociaux. Mmh. Donc je pense que des utilisateurs de ChatGPT, bah, il y en a quand même pas mal, hein. Dites-nous si vous l'utilisez également et puis quels sont vos N'hésitez retours. pas aussi à, je peux éventuellement répondre à des problématiques que vous avez rencontrées dans l'usage, bah, de ces outils. Par exemple, ChatGPT, bah, comme je le disais, si on veut répondre à un email, hein, c'est tout à fait adapté justement, bah, il faut lui donner un minimum de contexte. Donc potentiellement, bah, vous allez lui copier-coller, toute la suite d'emails d'une conversation et puis vous allez pouvoir lui demander de répondre. En ayant tout ce contexte de conversation, eh bien, ChatGPT aura la «capacité» entre guillemets, de composer un email qui répond de manière plus pertinente, que, si vous lui demandez simplement: «Bah, voilà, j'ai eu, réponds, enfin, fais-moi un devis. Voilà, ça, c'est une instruction qui est beaucoup trop large. Comme je le disais tout à l'heure, il faut bien scinder instruction par instruction, tâche par tâche. Donc, par exemple, eh bien, liste la demande, enfin les spécifications de la demande au travers de cet échange email, sachant que nous, nos produits sont X, Y et Z, propose une réponse cohérente à cette demande. Voilà, ça c'est une question sur ChatGPT qui peut être traitée de manière plus intéressante. Hem, Tout à l'heure, on discutait, Karim, de la partie, juridique et éthique aussi, qui Oui, souvent soulève des questions. Ce qu'il ouais, faut, justement, il y a des questions là-dessus, hein, effectivement, hein. Les super et questions ben, qui sont alors arrivées là sur la confidentialité des données excellent. échangées, sur la responsabilité de l'IA. Donc, ouais, tu peux peut-être Alors en la parler. responsabilité de l'IA, ça c'est une bonne question, qui s'applique qui est effectivement très large, hein. Ça s'applique pas qu'à ChatGPT puisque tout à l'heure je parlais aussi par exemple de l'IA dans le contexte des voitures, et de la conduite autonome, aujourd'hui, c'est assez clair, le cadre juridique est assez anémique sur le sujet, mais clair sur ce point, l'IA n'est jamais responsable. C'est par exemple le conducteur de la voiture qui sera responsable. Si, l'IA a écrasé quelqu'un, sous la supervision d'un conducteur, c'est le conducteur qui est responsable, par exemple. Ça ne sera pas le constructeur de la voiture.
De la même manière, si, demain vous utilisez un outil, par exemple pour répondre, en termes de support à vos clients, s'ils commencent, à faire des propositions commerciales, à proposer une réduction qui n'était pas prévue au programme, ça reste de votre responsabilité. Après, vous avez tout à fait le droit, et c'est même plus que le droit, c'est aujourd'hui ce que font les entreprises qui mettent en place des chatbots, par exemple de support, utilisateur, de SAV. Donc déjà, ils entraînent, leur système pour ne pas proposer des réductions là où c'est pas attendu, mais il y a toujours des petits malins qui essaient, de jouer au plus intelligent avec l'IA pour la forcer à faire des choses, pour lesquelles elle n'est pas conçue. Mais dans tous les cas, donc, les entreprises qui mettent en place ces systèmes spécifient très clairement dans leurs conditions d'utilisation et généralement par un petit message avant, de permettre de discuter avec le chatbot, que, le chatbot n'est pas autorisé à fournir de réduction et que, par conséquent, aucune réduction ne sera appliquée. Voilà. Après, ce qui est fantastique avec des outils comme un chatbot SAV, c'est qu'il est capable, à partir, par exemple, des manuels d'utilisation de vos outils, enfin de vos produits par exemple, ou des échanges préalables que vous avez pu enregistrer dans votre base de connaissances, avec d'autres utilisateurs qui ont rencontré des problèmes, eh bien le chatbot est capable d'aller puiser là-dedans et de proposer de composer une réponse sur mesure à partir de ces informations, aux questions, qui sont posées par les utilisateurs. Ce qui permet d'assurer par exemple, du support utilisateur niveau 1, nuit et jour, sans avoir à, mobiliser, des ressources humaines, et financières, derrière pour y répondre. Donc voilà. Sur la partie, responsabilité, donc il n'y a pas de pour l'instant, il y a aucune IA qui puisse prendre de responsabilité, très clairement. Tous les outils qui, prennent des décisions doivent les faire évidemment, dans un cadre très strict. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout faire avec ChatGPT, parce que ChatGPT ne permettrait pas, par exemple, d'instaurer un cadre, très, restreint, ou très fixes, des règles d'entreprise très fixes, par exemple. Mais c'est pour ça, par exemple, que nous, on déploie des systèmes dans lesquels on va intégrer des règles d'entreprise pour que le chatbot ne réponde pas à n'importe quoi, au grand public, par exemple, ou respecte une politique d'entreprise. Karim, est-ce qu'il y avait d'autres questions autour de ça? Alors, sur le même, Oui, le même sur le sujet, on va sujet rester sur ce responsabilité sujet-là. juridique, La confidentialité des données échangées la avec ChatGPT confidentialité. pose problème dans mon cas. Donc ça, c'est une Ouais. remarque de Sébastien. Exactement. Alors, je vais même aller un petit peu plus loin. Bon alors, je j'ouvre un débat, ça n'est je n'apporte pas de réponse, mais aujourd'hui, les produits grand public IA sont basés sur, des systèmes et des services qui sont à aujourd'hui, l'écosystème est à 95 américain et je dis bien, états-unien littéralement. Alors aujourd'hui, les pays européens n'ont pas de problème avec les États-Unis, c'est un pays allié, mais effectivement, cela pose la question de la souveraineté, déjà de la technologie, mais aussi des données qu'on envoie sur ces services. Alors, évidemment, vous n'êtes pas les premiers à vous poser la question. Beaucoup de sociétés françaises aujourd'hui déploient des solutions basées sur ChatGPT ou en tout cas sur les produits de OpenAI, dans leurs entreprises et donc OpenAI a bien compris que, toutes les entreprises n'avaient pas envie d'envoyer toutes leurs données privées aux Américains et de leur laisser faire ce qu'elles voulaient avec. C'est pour ça que, si vous êtes prêt à payer suffisamment, hem à, donc passer sur des versions donc payantes, par exemple, de ChatGPT. On a le ChatGPT Entreprise, où là, OpenAI va prendre, va donner des garanties sur, l'usage des données qui seront envoyées dans le système et va garantir la confidentialité de ces données. De la même manière, Microsoft, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que OpenAI, donc qui met à dispo enfin, qui est éditeur de ChatGPT, est aussi lourdement sponsorisé par, Microsoft, hein. Et donc, enfin, grâce à ça, Microsoft déploie aussi des solutions basées sur les produits
de OpenAI. Et eux vont encore même plus loin dans la façon dont ils restreignent l'usage des données qui est injecté dans le système. Mais encore une fois, c'est sous réserve de souscrire à des versions payantes de leurs produits. Effectivement, faites attention toujours aux données que vous enfilez dans ChatGPT. Je pense entre autres que vous aurez, l'occasion de trouver, des guides sur internet, que ça soit sous forme vidéo ou écrite, dans lesquels on vous dit: «Ah bah, vous pouvez connecter ChatGPT à vos emails», par exemple. Et en fait, ça se fait par l'intermédiaire d'un service supplémentaire qui est indépendant de OpenAI, et ce service supplémentaire, en fait, bah, du coup, vous allez lui donner le droit d'accéder à vos emails. Faites attention. Ce service tiers, on ne sait pas ce qu'il va faire avec vos emails. Donc ça, c'est ce qui s'appelle les plugins sur ChatGPT. Sur Copilot, je crois que ça s'appelle des extensions. Donc attention, toutes ces extensions, c'est vraiment un logiciel, un service tiers édité par quelqu'un d'autre. Voilà. Vous pouvez savoir qui si vous vous renseignez sur le plugin, hein, normalement c'est explicite. Par contre, faites bien attention, bah, d'envoyer vos données à des gens qui ont un petit peu pignon sur rue, quoi, et pas d'envoyer ça à n'importe qui pourrait en faire, peut-être mauvais usage. OK, merci Maxime. Alors il y a une question, tu as parlé de coûts, de version payante. Alors il y a une question sur combien coûte l'IA et qui paye? Et voilà, la personne précise aussi quel est le coût environnemental en particulier. Ah! Très bonne question. Alors, l'IA, c'est comme je ne l'ai pas expliqué, mais je vais l'expliquer. Ça coûte, cher aux entreprises. Donc par exemple, OpenAI et Microsoft, dépensent, des milliards, chaque année en recherche et développement, mais aussi en coûts d'exploitation pour entraîner leur système et derrière pour les faire fonctionner, pour que vous puissiez poser des questions à ChatGPT, par exemple. Donc évidemment, ça a un coût que derrière, ils répercutent sur leurs utilisateurs et entre autres sur les entreprises. Alors, par exemple, pour, un utilisateur, ChatGPT, Teams, on est à l'équivalent de 20 € par mois, je crois, par utilisateur. Hem, Après pour ce qui est, de vous donner plus d'informations sur le coût écologique, c'est difficile à quantifier. Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation. On a de plus en plus de fournisseurs, qui, justement ont une démarche, comment on dit? Écologique en tout cas, éco-responsable, dans laquelle ils n'entraînent leur, leur réseau, de neurones et donc leur IA que sur la base d'électricité produite par des moyens renouvelables. Pareil, ils utilisent du refroidissement passif ou du refroidissement par l'eau, en noyant leur data center dans les océans, par exemple. Mais très clairement, on ne peut pas dire que l'IA soit aujourd'hui une technologie écologique, heu dans son usage. Clairement, ça demande beaucoup de puissance de calcul. De plus en plus, on a du matériel spécialisé, des processeurs dédiés à l'IA qui sont, bah, du coup, beaucoup moins gourmands, beaucoup plus spécialisés, qui consomment moins d'énergie pour faire les mêmes choses, voire pour faire plus. Donc, oui, là, on a atteint, je pense, une crête en termes de consommation et de génération de consommation d'énergie, mais ça va redescendre, le temps passant et il y a beaucoup d'efforts sur ces sujets-là. Après, pour revenir sur le coût financier, ça dépend aussi de l'usage que vous en avez. Comme je vous le disais, une souscription ChatGPT, bah, ça vous permet d'utiliser ChatGPT en entreprise avec, par exemple, la garantie que vos données seront gardées confidentielles et pas utilisées pour être entraînées ou fournies à des tiers. Mais concrètement, ChatGPT, ça fait pas tout. Par exemple, si, vous voulez, trier vos emails, faire des réponses automatiques, ce genre de choses-là, il est nécessaire, d'avoir des outils qui sont beaucoup plus intégrés. Et pour ça, on va utiliser d'autres systèmes que, ChatGPT. Donc potentiellement, on peut utiliser des services, techniques fournis par OpenAI, ou d'autres. Par exemple, on a Anthropic ou on a Mistral. Cocorico, c'est des Français qui proposent aussi des services, similaires, qui fonctionnent en France, sur le territoire européen même et à l'échelle européenne avec des fonds,
plus ou moins européens et une partie américaine quand même. Donc les coûts vont varier en fonction de l'usage, en fonction de ce que vous allez en faire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, depuis 2020, les prix ont baissé, de l'ordre de 294, fois. C'est énorme, hein. On est passé de, par exemple, pour le traitement d'un document, ça pouvait coûter, 10 € à une époque et aujourd'hui, pour traiter ce même document, ça va vous coûter une fraction de centime d'euro, par exemple. Donc, les coûts vont en diminuant, mais attention, ça reste une vraie charge. Après, ce qu'il faut aussi mesurer, c'est le retour sur investissement. Quand, par exemple, je discute aujourd'hui avec des gens comme Eurotunnel, eux, donc c'est quand même une grosse structure. Ils travaillent avec un service juridique, qui gère des milliers de contrats, qui pèsent, des gigaoctets de données, qui sont répartis dans des milliers et des milliers, enfin des dizaines de milliers de pages. Par exemple, ils ont aujourd'hui un juriste qui, travaillait à plein temps à faire de la recherche documentaire, ce qui A, ne lui plaisait pas, B, n'apportait pas beaucoup de valeur, et C, ne mène nulle part. Donc, on nous a sollicité justement pour essayer de proposer des solutions basées sur l'IA pour soulager cette personne. Mais du coup, ça veut dire, certes, ça va coûter de l'argent, mais à côté de ça, c'est une personne qui, au lieu d'être payée à faire, uniquement, de la recherche, de la lecture de documents, elle est payée à faire son travail de juriste, pourquoi elle a fait des études et ce pourquoi elle est compétente et qualifiée. Donc, même si ça coûte de l'argent, au final, la balance est plus qu'équilibrée. Elle est en fait, même bénéficiaire. OK, merci Maxime. On a encore des questions. Alors je vais enchaîner parce qu'il y a plusieurs questions. Alors, il y a une question qui me semble intéressante, c'est, les IA directement connectées aux bases de données et aux logiciels spécialisés métiers, Oui, pourraient-ils un jour remplacer les ERP, dont les fonctions sont très généralistes? alors, c'est difficile de répondre oui ou non. Je pense qu'il faut que j'élabore un petit peu sur la question, mais c'est une excellente question. Aujourd'hui, un ERP, qu'est-ce que c'est pour, ceux qui ne sont pas familiers du terme? C'est un logiciel sur étagère, donc un logiciel, déjà développé par un éditeur, qui va répondre à des besoins communs des entreprises. Donc par exemple, la RH, la gestion des absences, la génération des fiches de paie, ce genre de choses-là, ou la comptabilité, donc génération des devis, des factures, les entrées, les dépenses, communiquer avec le comptable, ce genre de choses-là. Et ces systèmes proposent des modules, des modules, qui sont configurables dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'une fonctionnalité qui n'existe pas dans le RP, évidemment, on arrive au bout du chemin. Donc soit, vous continuez à faire cette tâche manuellement, soit vous discutez avec, l'éditeur ou l'intégrateur de l'ERP en question pour voir s'il est possible d'ajouter cette fonctionnalité, donc faire un développement spécialisé, de transformer du coup cet ERP général en un logiciel spécialisé. Par exemple, nous, ce qu'on fait régulièrement, hein, on travaille avec des partenaires, Microsoft qui intègrent donc le RP Microsoft, qui s'appelle Business Central. Business Central fait un certain nombre de choses très bien, mais par exemple, il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est fournir un portail client pour permettre aux clients d'aller chercher leurs factures, leurs devis ou de passer commande ou d'avoir accès au catalogue de produits, ce genre de choses-là, par exemple, le RP ne sait pas le faire. Donc nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est développer un logiciel sur mesure, qui est périphérique à l'ERP, qui va se greffer qui va se connecter à l'ERP et qui va permettre d'offrir, ce type de service supplémentaire sans avoir à modifier l'ERP en lui-même et donc qui permet de contourner ses limites. Et après là où on va aller plus loin, c'est que justement nous, on va intégrer dans ce logiciel spécialisé de l'IA. Par exemple, dans le cadre, d'un catalogue produit, on va permettre, par exemple d'avoir un système de questions qui va permettre, de chercher un produit en particulier en répondant à une question. Par exemple, voilà, si c'est, quelqu'un qui est spécialisé, je ne sais pas, dans des produits de peinture, on pourra lui poser la question, voilà: je suis soumis à la réglementation des ABF, pour, refaire, une façade. J'ai besoin d'un coloris, crème, écaille de tortue. Vers, quel type de produit puis-je, me diriger, sachant que c'est de, la pierre, gélive,
en dessous. Voilà. Et là, le système va puiser dans les descriptions des produits, dans les notices des produits, pour essayer de répondre et de proposer le produit le plus adapté. Mais on peut aussi imaginer des fonctionnalités, d'autres fonctionnalités. Donc, par exemple, on travaille avec des assureurs. Eux, ils ont une problématique actuellement, c'est qu'ils doivent répondre à des appels d'offres pour des mutuelles de salariés. Et ils reçoivent plus de 100-150 demandes en l'espace d'un mois. Et du coup, pour pouvoir répondre à tout le monde et faire des devis sur mesure à tout le monde, manuellement, bah, ils sont incapables de répondre à tout le monde. Donc forcément, ils se privent d'une partie du chiffre d'affaires potentiel. Et surtout, bah, il y a une partie des demandeurs, des prospects qui n'ont pas de réponse de ce client-là et donc vont peut-être être privés d'une bonne affaire. Et pour ce faire, eh ben, justement, on a mis en place un système qui permet de lire l'appel d'offres pour comprendre quel est le besoin et de l'autre côté, avoir une interface au niveau de l'assureur pour que quelqu'un puisse voir en un coup d'œil, bah, les points importants de l'appel d'offres. Il y a aussi une suggestion des produits, de mutuelles qui répondraient à ce besoin et des limites. Et du coup, cette personne, au lieu de passer beaucoup de temps à lire les appels d'offres, va tout simplement uniquement répondre à l'appel d'offres et donc pouvoir, bah, juger si les produits qu'ils ont sont compatibles avec l'appel d'offres, ou pas. Après, quant à dire que l'IA peut remplacer ces outils-là, non. Je ne pense pas et je ne pense pas que ça se fasse non plus dans un avenir proche ou même à moyen terme, voire à long terme. Je pense que l'IA, aujourd'hui, sa puissance, c'est dans son intégration dans des outils spécialisés, mais elle ne remplacera pas les ERP. Qui plus est, aujourd'hui, on le voit, par exemple, nous, on est intégrateur de Odoo. On est capable, aujourd'hui d'avoir des fonctionnalités IA qui sont, déjà nativement intégrées à Odoo. Par exemple, pour, répondre, à un email, au sein de Odoo. Voilà, donc les ERP vont intégrer de plus en plus de fonctionnalités IA, nativement, ça c'est sûr. OK. Karine, si tu avais d'autres questions? Merci Maxime. Je pense que ça a répondu à la question. Dites-nous, hein, si Maxime répond à vos questions, s'il y a besoin de précision. Une autre question, on revient un petit peu sur la question de la confidentialité, de la sécurité. Est-il Mmh. possible de développer un module IA performant qui utilise des données internes de l'entreprise et externes, du web par exemple, tout en Mmh. garantissant qu'aucune donnée interne ne fuite vers l'extérieur? Oui, oui. Alors, réponse courte, oui. Réponse longue, il faudrait rentrer un peu dans la technique, mais non, clairement, c'est pas incompatible du tout. C'est-à-dire que, globalement, en fait, on va avoir des sources données, une source enfin, plusieurs sources internes, une ou plusieurs sources externes, et en fait, le moteur d'intelligence va être alimenté, mais il y a pas de communication, du coup, il y a pas de remontée d'une source à l'autre. Donc ça, c'est un système, c'est déjà existant. Il y a déjà des solutions, des portails qui permettent de faire ce genre de choses-là. Après souvent, c'est pas des outils, sur étagère, hein, c'est des outils à configurer, à intégrer, à personnaliser. Mais, globalement, oui, c'est tout à fait, possible techniquement aujourd'hui sans risque de fuite externe. Tout à fait. Il existe OK. même, pour les plus fortunés, la possibilité de faire tourner vous-même ce moteur d'intelligence artificielle. Alors quand je dis vous-même, c'est votre prestataire, hein, spécialisé dans les domaines, dans le domaine de l'IA, peut faire fonctionner, des moteurs d'IA sans avoir à passer par OpenAI sur, des machines qui sont situées par exemple en France ou, sur le territoire européen. Attention, ça coûte de l'argent, c'est aussi ça l'intérêt de passer par des gens comme, OpenAI, ou Anthropic par exemple, ou Google avec Gemini, c'est que, ils mutualisent les coûts en fait d'exploitation et du coup, ils nous permettent, d'utiliser ces moteurs à des tarifs bien inférieurs à ceux, qui seraient pratiqués si on avait à entretenir nous-mêmes cette infrastructure, technique et matérielle. Mais c'est toujours possible et effectivement, hein, aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup de sujets, dans les entreprises, qui ont des données critiques,
vraiment hautement critiques, des secrets industriels, ce genre de choses-là, qui veulent quand même se doter d'IA générative pour travailler sur leurs documents, vont bien faire le choix de faire tourner ces moteurs en interne, auquel cas, il y a aussi des budgets qui correspondent en face, hein, évidemment. Je ne vais pas dire que c'est accessible à tout le monde. Une autre question de Linda qui est... Alors, c'est plusieurs questions, hein, donc Ouais. quels sont les besoins en IA au sein des entreprises, IA générative et conversationnelle principalement? Qu'en est-il pour l'IA prédictive? Est-ce qu'il y a des besoins exprimés dans ce sens aujourd'hui? Et est-ce que cela concerne des secteurs d'activité spécifiques comme le transport ou l'industrie? Vaste question. Aujourd'hui, très clairement, toutes les entreprises, tous domaines confondus, peuvent tirer profit de l'IA générative. Alors évidemment, à des degrés différents. Après, comme je l'expliquais, en début de présentation, il ne faut pas s'arrêter à l'IA générative, hein. C'est ce qui aujourd'hui fait le buzz, c'est ce qui est le plus accessible au travers, des outils grand public. Mais il y a toujours d'autres techniques d'IA qui sont disponibles, qui ne sont pas, accessibles via des outils, sur étagère, tout prêts, et qui permettent de répondre à des problèmes spécialisés. Je pense à la logistique, qui vient d'être exprimée là. Ça, ce sont des sujets sur lesquels un ChatGPT, est totalement incompétent. Et c'est pas fait pour ça, c'est de l'IA générative, c'est pas fait pour résoudre des problèmes de logistique. En revanche, les problèmes de logistique existent depuis longtemps, des chercheurs en intelligence artificielle travaillent sur ces sujets depuis longtemps et via des algorithmes, d'optimisation, de recherche et d'optimisation, par exemple, on peut répondre à ces problématiques. Si voilà, il faut évidemment, se rapprocher des bons partenaires pour ça, mais c'est des problèmes qui peuvent être, qui aujourd'hui sont résolus, quelque part. Après sur la partie prédiction, il y a prédictive. Je pense, donc que là, on parle, par exemple de flux financiers ou, de flux de commandes, ces choses-là. Pareil, on n'est pas sur alors, on peut faire un certain nombre de choses avec de l'IA générative pour faire de la prédiction. Mais on va pas, par exemple, prédire le cours de la bourse avec de l'IA générative. Il y en a qui ont essayé, c'est très mauvais. Globalement, c'est des investissements à éviter. En revanche, on a d'autres systèmes qui aujourd'hui, que ça soit des réseaux de neurones spécialisés, entraînés vraiment pour de la prédiction sur, des marchés financiers. On a aussi, la même chose qui peut être faite pour par exemple, les supermarchés. Aujourd'hui, ils ont, des data scientists, qui, toute la journée, affinent des modèles destinés à savoir, quels sont les produits, qui, marchent le mieux, pourquoi, comment, quelle est la demande et du coup, quel stock faut-il en faire et du coup, ce qui va guider les stratégies de négociation après au niveau des achats, par exemple. Et oui, après, vraiment pour revenir sur la partie, quelles sont les entreprises et les domaines qui sont concernés, c'est tous, tous. Aujourd'hui, tout le monde peut gagner en productivité, en ayant, par exemple, tous un jour ou l'autre, on a, des emails, longs à lire, des conversations, des échanges dans lesquels, on n'est pas au cœur de l'échange, on n'y est pas depuis le début. Boum, un petit coup de ChatGPT par exemple et hop, on avance un peu plus vite et en mettant, 1/4 d'heure avec un autre quart d'heure et un autre quart d'heure, à la fin de la semaine ça fait 3 heures gagnées. Et puis à la fin du mois, ça fait quasiment une journée. Voilà, là je parle que des emails parce qu'évidemment, c'est le plus petit, enfin le dénominateur commun de toute entreprise. Maintenant, ça peut être aussi sur la prospection commerciale. Toute entreprise a besoin de chercher des clients. L'IA générative y est très adaptée puisque, ça va permettre par exemple, de qualifier, d'aider à qualifier, des prospects ou des leads potentiels et derrière, aussi, par exemple, d'amener des arguments auxquels il pourrait être sensible. Et donc le commercial derrière, il a un travail qui est simplifié, puisqu'il n'aura pas eu toute l'analyse préalable à faire, puisque l'IA aura pu potentiellement, la faire pour lui, en amont. Encore une fois, ça, c'est plutôt des outils, qu'il faut faire développer sur mesure par rapport à vos besoins spécifiques et surtout pour les intégrer, par exemple à votre CRM ou votre ERP. Voilà, on va peut-être passer à une autre question parce que je me suis déjà bien étendu sur celle-ci. Ok, merci. Une autre question. Si une entreprise A vend
Un chatbot, entre parenthèses, un modèle IA, à une entreprise B qui l'alimente avec ses données, qui est responsable de l'erreur. Alors encore une fois, l'erreur, c'est l'entreprise qui met à disposition l'IA au grand public, heu, qui expose le chatbot, donc ce sera la société cliente, qui sera responsable, de ce qu'aura pu dire le chatbot. Après, globalement, je comprends que ça fasse peur, cet aspect, le chatbot pourrait dire n'importe quoi, mais concrètement, c'est pas un problème commun. Pourquoi? Parce que les chatbots aujourd'hui, on sait leur mettre des règles, on sait, leur mettre des limites et on va plus rencontrer un problème du type, le chatbot va dire: «Ah bah non, vaut mieux parler à un humain pour résoudre ce problème», alors que potentiellement il aurait pu donner la réponse. Mais on va moins souvent aller dans l'autre sens. Après, aujourd'hui, par exemple, ça serait délirant, bien sûr, de mettre à disposition un chatbot, basé sur, Wikipédia pour répondre, à des questions, médicales, critiques. Faut aussi un peu de bon sens, évidemment. Une question de Marc Hervé. Comment peut-on faire pour que l'IA ne soit pas au stade stagiaire, entre guillemets? Je pense que tu avais déjà donné des pistes sur l'entraînement, sur Ju les juste quand prompts. même pour revenir sur la question Pardon. précédente, je ne suis pas juriste, hein, que ça soit clair. Mhm. Je ne suis pas juriste, je vous réponds, d'expérience et de culture générale. Maintenant, si vous avez des questions juridiques, sur l'IA, sachez aussi qu'on anime, l'IA Club, d'Alsace régulièrement, et on invite, aussi, des spécialistes dont, des juristes. Donc, là, vous pourriez éventuellement poser vos questions spécifiques, juridiques. Oui, donc, la partie pardon, la question stagiaire, c'était, donc si ChatGPT est un stagiaire, comment on fait pour, le l'amener à un stade de compétence, plus élevé? Ouais, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Je pense que tu avais déjà donné des pistes hein, sur les Oui. prompts, sur l'entraînement. Alors voilà, c'est ça, il y a plusieurs choses. Donc, bien évidemment, soit, par exemple, des outils comme, ChatGPT sont très flexibles, proposent des fonctionnalités qui permettent, on va dire, de préqualifier, enfin pré, comment dirais-je? Pré-informer, le système avec un petit peu de contexte. Mais c'est assez limité. Si vous voulez vraiment un système pertinent d'entreprise, par exemple, si vous voulez on va dire un assistant d'entreprise, mis à disposition de tous vos salariés, ChatGPT tout nu, ça répond pas aux besoins. Là, on peut vous mettre à disposition, mais là, il faut vous rapprocher d'un partenaire. Évidemment, je fais un peu ma pub quand même, mais c'est le genre de choses qu'on sait faire. On peut mettre en place un chatbot qui, lui, va être connecté à vos sources de données, qui, va être préconfiguré quelque part, dans lequel on va donner de l'intelligence, mais on va aller plus que là, on va lui donner accès à des outils au sein de l'entreprise. Par exemple, on peut connecter, un chatbot à, votre ERP pour être capable, par exemple de je sais pas, mettons, Karine du SAV, qui est un peu en panique, «J'ai un client, qui a une grosse urgence, la commande qu'il a reçue n'est pas la bonne». Bon là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre au service logistique et discuter, avec la logistique et puis ensuite se faire renvoyer au service comptable et cetera pour essayer de trouver le bon de commande. Ça, c'est pas efficace. Ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un chatbot, par exemple, qui va être connecté à l'ERP, où elle va pouvoir poser la question: «Voilà, j'ai le client untel qui a reçu la mauvaise commande. Sors-moi les informations relatives, à ce client et cette commande». Et donc là, par exemple, le chatbot serait capable d'interroger le RP pour lui demander, de sortir le bon de commande d'une part, d'aller voir, au niveau de la logistique, quel a été le suivi, quel est l'itinéraire qu'a parcouru le colis avant d'arriver chez le client, peut-être mettre en relation des problèmes, connus, sur les produits commandés qui ont pu apparaître, chez d'autres clients auparavant et ainsi donner toute l'information déjà toute prête à Karine du SAV.
par exemple. On va aussi avoir des systèmes, par exemple, nous, on travaille avec, des salons de coiffure. Donc je vous disais que ça peut toucher tous les domaines. C'est vrai que les salons de coiffure, on s'attend pas forcément à ce que, l'IA soit très adaptée pour eux, mais en fait si. Par exemple, on travaille sur un système d'assistant qui permet, aux gérants de salons de coiffure d'optimiser par exemple, le matin, avoir, l'assistant qui leur dit: «Voilà, tu as, tel et tel, rendez-vous prévu aujourd'hui. Madame, X a l'habitude de faire une permanente. Cette fois-ci, elle a demandé quelque chose de nouveau. Peut-être pourrais-tu lui proposer, en plus, de faire une couleur?» et cetera, et ça va pouvoir l'aider à optimiser sa journée. Pareil, lui parler de son calendrier, de sa planif, de ses collaborateurs présents et dire, bah, par exemple, «Un tel s'est décommandé hier soir, donc il serait peut-être judicieux de proposer, à, Christophe, bah, de rentrer plus tôt et de travailler, plutôt, l'après-midi, suivant. Voilà, on peut imaginer des intégrations vraiment dans tous les domaines, et une amélioration du quotidien pour chacun. Question sur l'offre payante de ChatGPT. Qu'est-ce qu'elle Je apporte en je plus, je suis notamment pas pour un particulier? je suis pas commercial ChatGPT. Je sais que j'en parle beaucoup parce que je sais que beaucoup de monde connaît ChatGPT et que ça parle aux gens. Maintenant ChatGPT, la version payante, alors, là comme ça, ce que je peux vous dire, c'est que, bah, justement, il y a cette notion de confidentialité des données, donc il vous assure que vous n'allez pas, enfin que les données que vous insérez ne seront pas réutilisées, par, par OpenAI ou ses tiers pour faire de l'entraînement. Mais il y a aussi le fait qu'il, vous permette, enfin, il y a des quotas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous utilisez la version gratuite, comme la version gratuite de Copilot, vous avez un certain nombre de discussions possibles par jour, un certain nombre de messages envoyés. La vitesse de réponse n'est pas maximale non plus. Et si vous payez, bah, vous avez un service premium de meilleure qualité avec des fonctionnalités d'un peu meilleure qualité, quoi. Voilà, c'est le principe. Dernière question, là en tout cas à l'écrit, c'est pourrait-on utiliser l'IA pour rechercher des appels d'offres publiés dans un domaine précis, et lequel? Ah, bonne question. Alors, c'est une question récurrente. C'est un besoin de beaucoup d'entreprises évidemment, hein, les entreprises sans clients, ça fonctionne moins bien. Ou en tout cas pas longtemps et par conséquent, beaucoup cherchent à optimiser leur vitesse de réponse aux appels d'offres. Pour ça, bah, comme je le disais, par exemple pour, les assureurs, nous on a développé un outil sur mesure qui répond enfin qui se connecte justement, à leur ERP, parce que littéralement c'est un ERP dans lequel ils gèrent leurs offres, et leurs produits, d'assurance, de mutuelle, et cetera. Et donc on se connecte à cet outil pour, derrière, et en même temps donc on ingère, les données. Donc là, en fait, on se connecte à un service tiers. Il y a un service spécialisé, une plateforme, pour les assureurs pour les appels d'offres. Donc eux, par exemple, bah, ils collectent déjà ces informations. Nous, on va les récupérer chez eux, sous un format, bah, de fichiers, PDF, hein, comme vous pourriez les recevoir par email, dans d'autres contextes. Et puis on va lire ces fichiers et ensuite les envoyer dans le RP avec, notre analyse et donc derrière, un assureur va pouvoir, faire une réponse au client. Dans le cadre des appels d'offres publics, on voit aujourd'hui émerger des outils, sur étagère, qui sont censés pouvoir faire ce genre de choses-là, se connecter aux plateformes publiques et récupérer, trier les appels d'offres. J'en ai testé, c'est pas fameux. Donc ce qu'on peut Avec, imaginer avec des systèmes de mots-clés, on peut taper des mots-clés et alors les ressortir plateformes des appels d'offres qui concernent par exemple la gestion des déchets tout à avec fait, une zone géographique, on peut choisir l'Alsace ou le Grand Est, etc. c'est ça, il Ça fait existe des déjà quand même plateformes. un premier filtre, je trouve. Oui, il y a des plateformes, alors pour les appels publics, il y a les plateformes, dont j'ai oublié le nom, mais qui permet de récupérer les appels d'offres publics. Effectivement, là, on peut avoir des alertes, on peut, effectivement sélectionner par mots-clés. En revanche, là où l'IA serait pertinente, effectivement, c'est de, lire les différentes offres et parce que généralement les mots-clés, ça suffit pas à savoir exactement parfois, alors dans le domaine de l'informatique, par exemple, nous on s'y intéresse, souvent, nous qui sommes plutôt dans la partie logicielle,
on cherche des appels d'offres et en fait, on se retrouve avec des appels d'offres qui demandent du matériel, des photocopieurs, des écrans, et cetera. Donc c'est sûr que si on avait une IA qui puisse lire en amont et valider que enfin, que, l'entreprise, répond bien au type de demande de l'appel d'offres, ça serait plus intéressant. Aujourd'hui, c'est ce que nous, on a commencé à faire de notre côté pour nos besoins, spécifiques à notre entreprise, donc c'est possible, mais les logiciels sur étagère ne permettent pas de le faire. Après, on peut développer des outils sur mesure pour aider. Pareil, toujours pareil, on peut aller des outils les plus simples aux outils les plus complexes qui vont aller plus loin encore dans l'automatisation. C'est toujours une question aussi d'implication de l'entreprise. Qu'est-ce que ça lui rapporte et du coup, qu'est-ce qu'elle peut y mettre en termes de budget? Claude précise, dans notre cas, il s'agit d'appels d'offres industriels et la plateforme que nous avons mis en place n'est pas performante par mots-clés. Ouais, bah, je comprends. Oui, c'est le problème que j'ai déjà constaté moi-même et récurrent chez un certain nombre de nos clients. Si vous le désirez, n'hésitez pas à nous contacter, ia@sleeper.fr. On peut en discuter, rentrer dans le détail, voir à quoi ressemble votre plateforme, quels sont vos besoins spécifiques et derrière vous proposer, déjà évaluer si effectivement c'est une solution pertinente et derrière vous proposer peut-être des solutions, hein. Y avait-il d'autres sujets et questions? Eh ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Dites-nous si on a encore quelques minutes, hein. On peut encore prendre une ou deux questions. En tout cas, merci Maxime, hein, pour la qualité de la présentation et puis les réponses aux questions, en espérant que ça ait bien répondu à vos attentes. Euh, je vais, voilà, le temps peut-être de voir s'il y a encore quelques questions. Je rappelle juste que Euh, il existe des dispositifs d'aide, j'en parle à chaque webinaire, je vous rabâche un peu les oreilles avec ça, mais c'est intéressant parce que là on traite de sujets d'IA, on voit qu'il y a des outils à mettre en place, éventuellement du développement spécifique, hein, comme on parlait Maxime, ce que fait Leaper ou d'autres prestataires. Évidemment, ça ce sont des coûts. Et ces coûts peuvent être pris en charge par des dispositifs d'aide, hein, de la région Grand Est ou de l'Eurométropole de Strasbourg, hein, si vous êtes basé sur l'Eurométropole. Ces dispositifs sont soumis à des critères d'éligibilité, notamment l'activité de l'entreprise, la localisation géographique, le chiffre d'affaires. Donc, vous êtes potentiellement éligible, mais il faut juste le vérifier. Donc, pour ça, n'hésitez pas à nous contacter à la CCI. Par mail, c'est mieux. Donc, je vais vous donner une adresse mail. Si vous avez des projets numériques, hein, qui concernent l'IA, évidemment, c'est au-delà de l'IA, hein, c'est tout type de projet numérique. Ça peut être la refonte d'un site web, la communication sur les réseaux sociaux, du logiciel de gestion, vraiment tout type de projet numérique, hein, sont éligibles. Et donc, n'hésitez pas à nous faire un petit mail sur l'adresse digital@alsace.cci.fr pour voir si vous êtes éligible et vous orienter donc vers ces dispositifs. Et vous pouvez également bénéficier d'un diagnostic de maturité digitale. Donc c'est un échange, un entretien avec un conseiller CCI qui sera gratuit, pris en charge et qui vous permettra de mieux piloter vos projets digitaux et de vous orienter sur un plan d'action avec des recommandations. Voilà. Euh, Il n'y a pas d'autres questions. Je propose qu'on clôture, hein. Il est midi passé. Je remercie Maxime pour l'intervention. Merci Et beaucoup Karim de puis, m'avoir invité et proposé de faire ce webinaire. Et voilà. Je ne sais merci à pas vous tous si d'avoir été Maxime. présents. Bon, merci à tous les participants. Maxime, on enverra le lien du webinaire à tous les inscrits, hein, donc c'est au-delà des participants. On peut également mettre tes coordonnées Tout à fait. dans le mail. Ok, donc je rajouterai tes coordonnées. Ok. N'hésitez pas. Bon Merci, bonne appétit fin à de tous. journée. Au Au revoir. revoir.